Bienvenue à tous dans votre émission, ce nouveau numéro de l'émission On en discute sur RTV, où aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Ahmed Benyakhlef, militant associatif, que je sollicite pour, souvent en tout cas pour nous parler de ce qui se passe en Tunisie, ce merveilleux pays, avec ce merveilleux peuple, le peuple tunisien. Ahmed, merci d'avoir accepté mon invitation. Qu'est-ce qui se prépare en Tunisie actuellement ? D'abord, merci aussi à toi pour cette invitation. L'actualité tunisienne est assez riche puisque les Tunisiens s'apprêtent à voter ou pas lors d'un référendum qui est prévu depuis quelques temps maintenant, à l'initiative du président de la République. Donc nous sommes à quelques heures de la fermeture, à quelques heures du silence électoral que l'on connaît aussi en France lors de nos élections. Et la question est posée aux Tunisiens sur le fait qu'ils veuillent changer ou pas de constitution. Donc, un changement de constitution. Et qu'est-ce que ça impliquerait, un changement de constitution en Tunisie aujourd'hui ? La constitution, ce sont les fondements, les bases même du système politique, de l'organisation de l'État, de la philosophie d'un pays, de ce que le pays se donne comme voie, comme projet. Donc la constitution, c'est bien plus qu'un texte, c'est l'essence même d'un pays. C'est ce sur quoi on s'accorde, ce sur quoi on règle nos différends, c'est la base commune d'une vie en société. Donc c'est clairement ce qui va encadrer la vie des Tunisiens, qui va encadrer la vie politique. Et ce n'est pas un simple texte, c'est vraiment les bases du pays. C'est ce que les Tunisiens, ou par la voix de leurs représentants, ont fait tout de suite après la Révolution, c'est changer de constitution pour se donner ce nouvel espoir, cette nouvelle vision. Constitution que l'on a pris du temps en Tunisie à élaborer. Mais alors justement, est-ce que ça veut dire ici que la constitution élaborée au lendemain de la révolution tunisienne n'est plus adaptée aujourd'hui au point que, à nouveau, on parle de changer la constitution? Qu'est-ce qui n'allait pas avec l'ancienne ? Il y a une personne au moins qui en est convaincue, c'est le président de la République. Lui est convaincu qu'il fallait changer de constitution. Alors, on peut rappeler un petit peu son parcours, hein. Il a été élu président de la République il y a maintenant quelques années. Et il s'est présenté, c'est quelqu'un qui n'avait pas de parti derrière lui, qui est un professeur de droit constitutionnaliste, et quoi de mieux qu'un professeur de droit constitutionnaliste pour proposer une nouvelle constitution. Alors, il est arrivé au pouvoir, il l'a composé avec une assemblée, puisque la constitution, à partir de laquelle il a été élu, était une constitution qui donnait plus de poids à l'Assemblée des représentants du peuple, qu'il a de lui-même suspendu. Il a suspendu les travaux de cette assemblée pour finalement la dissoudre en saisissant un article sur lequel il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce qu'il avait la légitimité à partir de cet article de dissoudre l'Assemblée ou pas ? Le résultat est qu'il a dissous cette assemblée, ouais. Et que depuis la dissolution de cette assemblée, on a l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, mais on a une confrontation entre les partis politiques qui réclament le pouvoir qui leur a été donné à juste titre par le peuple, et le président de la République qui se réclame lui aussi du pouvoir qui lui a été donné par le peuple. Donc on a deux assemblées constituées Alors, on a une assemblée constituée, une assemblée des représentants du peuple qui aujourd'hui n'existe plus formellement, et on a un président de la République. Les deux ont été légitimement élus. L'ancienne constitution était une constitution qui donnait plus de prérogatives à l'Assemblée. C'est peut-être aussi ce qui a causé un peu sa chute. Et de l'autre côté, aujourd'hui, on a un président de la République qui propose d'aller à l'extrême opposé, c'est-à-dire donner plus de prérogatives au président de la République, tel qu'il les réclame. Donc ce serait un régime davantage présidentiel. Alors plus que présidentiel, puisque de l'aveu même de ceux qui ont proposé cette constitution, qui ont rédigé cette constitution, alors cette constitution a été rédigée par des... Sadr Bel'Aid, notamment un éminent juriste tunisien, qui a remis son papier au président de la République et qui aujourd'hui rétropédale en disant que le papier qui a été proposé, ou du moins la constitution qui est aujourd'hui proposée par Kais Saied, ne correspond pas à ce que lui-même a proposé. Donc ce qui est assez dérangeant. D'accord. En fait, la question que je me pose, c'est que, bon, il y a une révolution en Tunisie, nous sommes en 2011.
On est maintenant quelques 10, 11 ans plus tard. Très bien. Bon, allez, on va pas non plus croire que les choses se font comme ça d'un coup d'un seul, mais ce changement de constitution, d'abord, est-ce qu'il intéresse le peuple tunisien dans son entier, du moins dans sa majorité? Est-ce que le Tunisien, la Tunisienne sont à ce point politisés que vraiment ça les intéresse, ou ils sont politisés, mais ils ont il y a peut-être une espèce de ras-le-bol. De toute façon, on n'a plus confiance en vous, les politiciens, donc ça ne m'intéresse pas. Quel est le climat dans les maisons tunisiennes? Il y a de tout ce que vous venez de dire, Nader. Il y a de tout ce que vous venez de dire dans le sens où c'est vrai que les Tunisiens, et c'est d'ailleurs ce qui a poussé beaucoup de gens à finalement soutenir le président de la République le 25 juillet de l'année dernière lorsqu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée, du moins suspendre les travaux de l'Assemblée et ensuite la dissoudre. Il y avait un ras-le-bol d'une Assemblée nationale dans laquelle régnait un climat de défiance, de violence, et pas que violence verbale, violence physique. Le président de la République aujourd'hui dit vouloir sortir de cette partitocratie, c'est autrement dit cette démocratie qui a été volée par les partis, alors que c'est clair que pendant cette dizaine d'années, les Tunisiens ne voyaient absolument pas de résultats dans leur vie de tous les jours. Et c'est clair que l'avènement, ou du moins la survenue de cette dissolution a été peut-être vue d'un bon œil. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de Tunisiens le voient d'un bon œil, parce qu'on a un président de la République qui a limogé 57 magistrats en les accusant de corruption, qui a limogé pas mal, enfin on ne va pas tous les citer, mais qui a pris beaucoup de mesures fortes pour lutter contre la corruption, contre les grossistes qui emmagasinaient sans vouloir mettre les produits sur le marché. Donc il y a une certaine forme de populisme, on ne va pas se le cacher non plus, derrière ces actions-là, qui font qu'une grande partie de la population aujourd'hui se dit que peut-être que c'est l'homme providentiel qu'elle attendait depuis un long moment. La parenthèse démocratique en Tunisie, on peut parler aujourd'hui de parenthèse démocratique au vu du référendum, au vu des propositions qui nous ont été faites par le président de la République et sur lesquelles les gens sont amenés à voter, a duré une dizaine d'années. Beaucoup aujourd'hui, dont certains rédacteurs du texte qui a été au final changé, disent qu'on va vers un système beaucoup plus autoritaire, voire dictatorial. Ce ne sont pas les termes les termes ne viennent pas de moi. Je cite, mais au vu des prérogatives qui sont accordées au président de la République, l'absence de contrepoids, la nomination par le président de la République des personnes qui siègent au Conseil constitutionnel, tous les organes qui en théorie, dans la démocratie, font contrepoids, laisse penser qu'on va vers un système présidentiel autoritaire. D'accord. Et pour répondre à votre question, pour finir, on l'entend tous, on l'a tous entendu, on fréquente des Maghrébins, on va en Tunisie, au Maroc, dans d'autres pays, on a souvent cette vieille rengaine qu'il faut un homme très fort dans ces pays-là, dans un homme très fort. Donc oui, il y a toujours cette nostalgie, et la Tunisie, de toute façon, je disais tout à l'heure parenthèse démocratique, ce n'est pas que j'enterre la démocratie, c'est juste qu'il faut revoir l'histoire de la Tunisie sur les 65 dernières années. On a eu une dizaine d'années de démocratie, mais le reste du temps, on a eu deux hommes forts qui ont symbolisé le pouvoir à eux-mêmes, les Tunisiens, jusqu'à l'avènement de la démocratie en 2010-2011. On ne savait pas ce qu'était un parlement, on savait ce qu'était un président, à la rigueur quelques ministres ou quelques élus locaux, mais le Parlement, ça avait une existence fictive, c'était une chambre d'enregistrement, et beaucoup aujourd'hui craignent, je crains aussi, qu'on arrive aussi à des assemblées qui reprennent ce qu'elles ont fait pendant très longtemps, à savoir devenir des simples chambres d'enregistrement de ce qui sera décidé en haut lieu. Mais est-ce que, d'un point de vue strictement, cette fois-ci, économique, parce que j'imagine bien que ça joue, et là, pour le coup, sur le quotidien des Tunisiens et des Tunisiennes, s'il y a un peu aussi ce ras-le-bol, c'est que les changements, l'amélioration de la vie ne sont peut-être pas au rendez-vous, et ça pose la question, mais finalement, quelle est cette démocratie que vous nous vendez s'il n'y a pas des résultats qu'on voit pas quand on ne voit pas l'amélioration de notre quotidien? Alors on pourrait répondre par la question inverse. En quoi changer une constitution améliorerait le sort des Tunisiens au jour le jour? C'est pas la constitution. Alors oui, c'est les fondements et les bases du vivre ensemble, c'est les bases, les fondements de la République et ce qui régit les différents pouvoirs dans un pays. Mais
en quoi changer finalement la Constitution. Est-ce que c'était la priorité des Tunisiens? Il me semble avoir entendu de la part de certains partisans du président de la République que les Tunisiens, de toute façon, après la Révolution, ne voulaient pas de changement de Constitution. Donc, autrement dit, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ils seraient plus demandeurs de changement de constitution qu'en 2011? Non, je ne pense pas que ce soit un argument. Maintenant, ce qu'attendent les Tunisiens, c'est clair que ce sont des mesures fortes économiques. Maintenant, le temps politique n'est pas forcément aussi le temps du citoyen lambda, le temps de l'élaboration des constitutions. Tous les pays l'ont connu, des changements, des bouleversements très importants dans l'organisation des pouvoirs. Il y a toujours un temps d'adaptation, mais la question économique n'est pas intimement lié au type de régime qu'on peut avoir. L'inflation aujourd'hui en Tunisie est galopante, le chômage, on a un chômage de masse, on ne voit pas où est le bout et le Tunisien constate ça au jour le jour. La Tunisie aujourd'hui a une dette qui a complètement explosé. D'ailleurs, je relisais certains papiers sur, j'avais noté ici, sur finalement les risques de défaut de paiement de la Tunisie. On a eu Sri Lanka il y a très longtemps. La Tunisie, au vu des indicateurs, n'est pas très loin. Donc le président de la République cherche de l'argent auprès des bailleurs de fonds, mais quel est le modèle économique de la Tunisie? Est-ce qu'il y a un modèle économique qui a été proposé, que ce soit par le président ou par les partis au pouvoir ces dernières années? Là, le citoyen, on parlait d'un citoyen, les Tunisiens ne voient pas ce qu'on peut leur proposer économiquement. Personne, enfin, du moins les partis qui étaient au pouvoir, pas plus qu'aujourd'hui celui qui est au pouvoir, ou du moins le parti du président qui est au pouvoir, ne propose quelque chose d'économique. Il n'y a pas de vision économique toujours. Il y a aujourd'hui une vision différente de la personnification du pouvoir, mais absolument rien sur le point d'un point de vue économique. Mais comment ça s'explique ça? Parce que on a quand même l'idée, nous autres, vu de l'extérieur, que les Tunisiens sont des gens formés, vous n'êtes pas très nombreux comparativement aux voisins, que la situation géographique est formidable. On a un carrefour. C'est lié à des systèmes qui se sont... Comment se fait-il qu'économiquement... Alors, si on sort du débat sur la Constitution et qu'on s'intéresse uniquement à l'économie, on pourrait aussi en parler pendant très longtemps. On est sorti de modèles qui se sont imposés à nous, le modèle du tourisme de masse, le modèle du textile, etc., de l'agriculture. Il y a beaucoup de modèles qui se sont essoufflés et c'est vrai que sur les 10 dernières années, on n'a pas vu réellement d'essor. On faisait plus grande publicité de fonds qui nous étaient alloués par tel ou tel pays sans réellement avoir une vision économique. Et les Tunisiens s'en sont lassés. Ouais. C'est ce qui explique aussi que le 25 juillet, le coup de force, qu'on peut appeler un coup de force aujourd'hui du 25 juillet dernier, a été plébiscité, ou du moins n'a pas suscité beaucoup de révolte de la part même des associations démocratiques, dont celle dans laquelle j'ai fait partie. On attendait de voir, parce que c'est vrai qu'on la partitocratie, cette partie politique dans une assemblée qui devenait une poigne, qui venait uniquement le lieu où s'empoignaient les représentants des partis, laissait penser qu'on ne s'en sortirait jamais. Mais maintenant, qu'est-ce qui est proposé économiquement? Moi, je ne vois pas ce qui est proposé économiquement, et je ne suis pas le seul. Vous parliez de tourisme de masse, ça s'est essoufflé, ça? Enfin, oui, il y a eu le Covid, il y a eu un tas de choses aussi. Le modèle en lui-même, alors je ne suis pas spécialiste du secteur pour dire ce qu'il en est, mais c'est le modèle en lui-même. On a tous connu les packages pour aller en Tunisie à des prix inclusifs très bas. Donc ce modèle-là s'est essoufflé, puisque je viens d'une région de Tunisie très touristique. On a vu que le hall inclusif, par exemple, c'était des personnes qui allaient dans un hôtel, qui restaient dans un hôtel, qui consommaient dans cet hôtel-là, qui partaient. Alors, avec des conséquences désastreuses sur le tissu économique, des conséquences désastreuses d'un point de vue écologique. Les Tunisiens l'ont bien vu et ont aussi voulu mettre un terme à ce modèle. Et on voit en Tunisie beaucoup de gens qui aujourd'hui protestent dans les rues, dans les régions, parce qu'on parlait, vous parliez tout de suite de tourisme, il faut voir les régions intérieures qui réclament des investissements qui ne viennent pas, des investissements massifs. On parle de tout le quart nord-ouest de la Tunisie, qui sont des coins totalement délaissés depuis des années, et il n'y a pas de différence depuis sur ces 10-11 dernières années. Ce sont des coins délaissés qui ont besoin d'une impulsion, qui ont besoin d'une vision, qui ont besoin d'investissements massifs, et on n'en voit pas. Vous êtes pessimiste, Ahmed, optimiste? Comment vous voyez l'avenir?
Alors je sais pas, vraiment pour le coup, moi personnellement, en même temps c'est pas de moi qu'on va attendre le salut de tout un pays. Ce qui est sûr c'est que aujourd'hui le projet qui nous est proposé ne laisse pas de place à l'optimisme quand on voit que le pouvoir est concentré entre les mains du président de la République, quand on voit que les assemblées n'auront qu'un rôle secondaire, quand on voit aussi une chose sur laquelle les Tunisiens se sont entendus, c'était le caractère civil de l'État. Où là, on a dans la constitution qui nous est proposée quelque chose d'un peu plus, je dirais, pas tendancieux, mais quelque chose qui ne laisse pas place à quelque chose qu'on avait résolu. Hein. Il y a eu d'âpres batailles dans l'Assemblée pour arriver à cette conclusion d'avoir un État civil, ce qui laissait, on évitait de par là le côté religieux, cette emprise du religieux. Là, aujourd'hui, la formulation est un peu moins claire. Et ça laisse penser, et pas que sur cette formulation, sur d'autres formulations, que l'arbitraire pourrait aussi revenir. Et donc, c'est ça qui inquiète notamment les associations et les organisations progressistes que l'on trouve en France et en Tunisie ou dans les deux rives. Il y a là-dessus, j'imagine, des relations entre la France et la Tunisie. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne peux pas savoir ce qui s'est dit. Est-ce que la France, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les organisations politiques et en France et les syndicats qui sont en étroite relation avec les associations progressistes en Tunisie, elles se sont levées. Amnesty International aussi avait pointé du doigt qu'il pouvait y avoir des discriminations envers certaines minorités religieuses en gardant un texte aussi, enfin, ou du moins un article aussi qui ne tranche pas, comme trancher l'article précédent. Donc oui, il y a des inquiétudes et il y a des soutiens, du moins politiques, associatifs, et les partis politiques qui aussi partagent les mêmes valeurs. Est-ce que, ce sera ma dernière question, Ahmed, est-ce que, si vous voulez, le contexte international actuel, avec la guerre en Russie, en Ukraine, est-ce que cela aussi participe peut-être indirectement, et ça pourrait se transformer en directement, à l'inquiétude du peuple tunisien qui se demande s'il n'y aura pas des conséquences encore plus lourdes demain sur même le fait d'être autonome d'un point de vue alimentaire. Alors, comme pour l'économie, je serais tenté de vous répondre que je ne suis pas spécialiste de la géopolitique pour vous dire quelles vont être les conséquences directes ou indirectes sur la Tunisie. En tout cas, vous avez évoqué quelque chose, la question alimentaire. Oui, celle-là a une conséquence sur les importations de blé, le pain étant comme dans pas mal de pays de cette région une denrée de base. Les importations, on a beaucoup suivi en Tunisie en se demandant est-ce qu'on aurait du blé pour le pain. Et le blé n'est qu'un aliment parmi d'autres parce qu'on voit la crise alimentaire qui se profile sous nos yeux. Qui pourrait dire de quoi serait fait l'avenir, les prix des énergies qui montent. En tout cas, et vous reparliez tout à l'heure du Tunisien, on se demande comment un État qui aujourd'hui a du mal à aller chercher des fonds va pouvoir financer les retraites qui sont gelées depuis un petit moment, les salaires de toutes les personnes qui travaillent dans la fonction publique et surtout avoir un impact. La France n'arrive même pas à juguler l'inflation. On se demande comment la Tunisie va pouvoir le faire. On a une inflation qui est galopante en Tunisie, les prix qui explosent un peu partout. Les Tunisiens de la diaspora, quel regard portent-ils sur ce qui est en train de se passer? On a beaucoup parlé des Tunisiens de Tunisie, mais quant aux Tunisiens qui vivent en France, qui vivent ailleurs, on l'a vu après la Révolution, on a vu que la diaspora tunisienne... Est-ce qu'ils ont le droit de voter d'abord? Oui, le droit de vote, même au référendum. La Tunisie, depuis très longtemps, autorise ses ressortissants étrangers à voter. J'avais moi-même fait partie d'une instance électorale, pas en tant que membre siégeant, mais nous avions participé à l'édification des élections, du moins en France. Nous avions participé. Donc oui, ces élections existent pour les ressortissants à l'étranger, et en dehors des élections, la diaspora tunisienne a montré depuis plus de 11 ans qu'elle est mobilisée à travers toutes les associations, que ce soit des associations d'anciens étudiants ou des associations qui sont créées avec des franco-tunisiens ou des associations qui travaillent entre les dérives. Je note peut-être les associations les plus importantes, la FTCR, la DTF, etc. Et donc, comment voient-ils, eux, une grande partie d'entre elles a signé un appel au boycott ou au vote pour le non à cette constitution. Là, du coup, est-ce que ça ferait pas une espèce de
de rivalité, ou enfin on n'est pas d'accord entre Tunisiens de la diaspora et Tunisiens de l'intérieur. Non, c'est pas une question de diaspora, etc. Là, j'ai parlé tout de suite des associations de la diaspora, mais aussi beaucoup de corporations et d'associations aussi en Tunisie appellent aussi au vote pour le non. Le problème, on va dire, de ce référendum aujourd'hui, c'est qu'on n'avons pas eu réellement de campagne, on n'a pas vu grand-chose, on n'a pas eu de réel débat de fond en Tunisie, et c'est ce que reprochent ces associations qui appellent à voter non ou qui appellent à boycotter ce référendum. On n'a pas l'impression que la consultation a été faite, on n'a pas l'impression, l'élaboration de la Constitution de 2011, tous les partis politiques qui représentaient chacun une voix ou une idée que se faisait une partie des Tunisiens, en sont venus à un texte qui finalement était fédérateur, sur lequel toutes ces partis politiques, toutes ces tendances politiques ont pu finalement s'accorder. Aujourd'hui, c'est une Constitution qui nous est proposée par un homme, et là, pour le coup, c'est sa vision à lui qui s'impose. Et c'est ça qui fait peur dans cette optique-là. Ahmed Ben Yakhlef, merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir apporté toutes ces précisions. Je vous remercie. J'en profite aussi pour souhaiter un hommage on parlait de la diaspora, à un grand monsieur qui nous a quittés il y a quelques jours, Tarek Ben Liba, qui lui s'en serait retourné dans sa tombe s'il avait entendu parler de ces réformes. Il en a entendu parler, mais sa santé ne lui a pas permis de s'investir comme il s'est investi pendant de très nombreuses années. Et je voudrais le saluer. Merci à toi. Le message est passé. Merci à vous. Merci. À bientôt pour un nouveau numéro d'On en discute sur RTV.